Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce numéro kiosque, cet avant-dernier. On va parler un peu économie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le Grand Katanga, le chef de l'État, a foulé hier le sol de Lubumbashi. Un accueil de l'Iran en tribun. Fatih s'est adressé aux Louchoises et aux Louchois en Lingala. Le chef de l'État qui va aujourd'hui reprendre le bâton de pèlerinage pour aller dans le Lualaba, plus précisément à Kolosi. Quel est l'enjeu de cette visite du président de la République dans les Grands Katanga? Deux grands enjeux à notre avis. D'abord, le premier, il est sécuritaire. Après tout ce que le Katanga, au niveau du Haut-Katanga, a connu comme le problème de Bakata Katanga, le président de la République a appelé les Louchoises et Louchois, bref, les habitants du Haut-Katanga, à pouvoir bannir cette pratique sécessionniste de pouvoir séparer les Grands Katanga du reste de la République démocratique du Congo. Alors là-bas, peut-être le chef de l'État va parler, échanger avec des miniers. C'est vrai, on parle de l'embellie, on parle du boom minier, les cuivres, vous avez des cobaltes. Qu'est-ce que le Congo a à offrir au monde pendant que les chefs se déplacent pour aller chercher de l'argent à travers le monde? Mais nous avons des bonnes choses, nous avons des cuivres, nous avons des cobaltes. Avec cette question de l'énergie fossile, comment ne pas pouvoir offrir au monde ce que nous avons de plus précieux? Ça sera peut-être à la une du mur dans cet entretien prévu aujourd'hui entre le chef de l'État et les miniers. Matata devrait-il être jugé? C'est la question que nous nous sommes posée hier, que nous la posons aujourd'hui, avec son ancien ou avec son nouveau statut, le Parlement, la loi électorale. Voilà le menu, le gros de cette émission qui sera pour vous et commenté avec deux invités qui sont d'ailleurs avec moi sur ce plateau de poste des kiosques. Le chef de file de l'opposition, Joseph Kabila, annonce les consultations. Joseph Kabila, plusieurs médias en ligne en parlent d'ailleurs ce matin. Il consulte le PPRD, il consulte l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire. On a parlé avec Guy Chungu. Guy, bonjour. Merci, Kabongo. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Je vous ai vu agiter la tête quand je parlais des chefs de file de l'opposition. Oui, ça paraît anodin, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, ces revirements de l'ancien pouvoir, c'est parti qui a fait parler de lui hier, aujourd'hui, a voulu, au regard de la réalité politique, s'est rétracté et constituer une opposition, bien que dans le fait, on ne sent pas encore cette opposition, c'est plutôt un silence qui s'observe. On doit le dire, Joseph Kabila est responsable ou à la tête d'une grande plateforme politique. Grande, est-ce qu'elle l'est encore? C'est une question, c'est à nous d'observer, suivez mon regard. Il a le pouvoir, il a le plein droit en tant que responsable, en tant que chef de file, de consulter. Et ces consultations exactement porteront sur quoi? C'est encore une autre question. Est-ce qu'il faudrait d'abord commencer par consulter au moment où le parti est déchiqueté? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt commencer par une sorte de redynamisation, puisqu'on doit le dire, aujourd'hui les PPRD s'y rentrent dedans? Il y a la bande à Chadari, il y a la bande à Jimmy Ngalassi et tous les autres. Serge Kadima. Les différents scénarios malheureux avec... Comment son parti qui est divisé peut prétendre diriger une méga plateforme qui est l'UFCC? Voilà, l'UFCC aujourd'hui est constitué de quel parti politique? C'est la question, puisque il a déjà été au départ fragilisé avec les départs de plusieurs autres partis politiques, mais la crème qui reste déjà à ce niveau a du mal à se mettre d'accord sur certaines questions, des questions de choix, des questions de leadership, des questions des questions électorales. Donc il faudrait, moi à mon avis, qu'on commence plutôt par redynamiser le parti comme on l'a observé avec l'UDPS pendant que les autres dorment. On sait voir le secrétaire général il fait la ronde de province en province pour réarmer un peu le moral de ces différents militants. 2023, c'est dans peu. Justement, parlons quand même, là, ça m'étique quand même.
On n'a pas vu ça à l'UDPS quand l'UDPS était dans l'opposition, peut-être par manque de moyens, 2 ans ou 3 ans avant les élections, de tournée du secrétaire général. Mais on a vu ça hier avec les PPRD, quand les PPRD étaient aux affaires, mais on ne les voit pas aujourd'hui avec les PPRD. Pourquoi? Bon, le pouvoir, il se conserve. Hier, le pouvoir était de quel côté? Il était du côté du PPRD. Il fallait le conserver. Il fallait tout faire pour ne pas le lâcher. Vous avez suivi avec nous les différents débats. On va glisser, on ne va pas glisser, on va faire ceci. Kabila, Totondiote, Nanutotoliete, tout ça. Chikata. C'était tout sauf une stratégie politique pour asseoir un parti assez stable. Mais aujourd'hui, le pouvoir est dans quel camp? C'est tout à fait normal que nos amis de l'UDPS aussi fassent une sorte de stratégie pour conserver le pouvoir. Et au regard des enjeux des élections de 2023, quoi de plus normal que de s'attaquer déjà aux problèmes en amont pour qu'en aval, ça soit plus facile. Très bien, Guissou, on va faire clin d'œil à Augustin Kabouya. Il fait du bon boulot. Il faudra que nous puissions le dire. On ne peut pas l'en vouloir. Il fait son boulot. Christian, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps, cher ami. Non, ça ne va pas faire longtemps. Il y a 2 ou 3 semaines, on était déjà sur ce plateau ici pour parler de la Cour constitutionnelle. Ah oui. Évidemment, je reviens encore là-dessus. On va en parler, hein? Oui, on va en parler, mais je dois d'abord vous jeter les fleurs pour l'accoutrement de ce jour. Je ne sais pas si vous êtes déjà matatiste, parce que la cravate me dit beaucoup, mais merci pour les clins d'œil. J'ai aimé, oui. Et je suis content de me retrouver sur ce plateau une fois de plus. Alors une question, est-ce que vous voyez l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila, dans les toffes du chef de file de l'opposition? Bon, je ne sais pas si cela... Après 18 années passées au pouvoir. Attends, qu'est-ce qu'on doit appeler chef de file de l'opposition? Légalement, c'est lui qui a été investi tel par les lois de la République, c'est-à-dire il y a une loi portant statut de l'opposition. Non, de fait. C'est pas de fait. Si vous voulez parler de fait, voilà. Cela va peut-être... C'est lui ou bien c'est Fayoulou? Non, Fayoulou ne se reconnaît pas de l'opposition. Il est dans la résistance. Il est dans la résistance, comme l'a été le feu Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Joseph Kabila, chef de file de l'opposition, je ne sais pas si ça mettrait à l'aise Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, parce que aujourd'hui, si on doit parler de l'opposition, je ne sais pas s'il y a un peu un flou là-dedans, parce que d'après la loi dont je venais parler tout à l'heure, pour être de l'opposition, il ne faut même pas par déclaration faire partie d'un gouvernement. Alors sur ce point-là, je donnerai raison à Joseph Kabila qu'il pourrait être le chef de file de l'opposition parce que son parti ainsi que toute sa formation politique, le FCC, s'est déjà décliné. Bon, je dis pas le FCC transfuge, le FCC qui est resté fidèle à Joseph Kabila, s'est déjà déclaré de l'opposition, faire partie de l'opposition. Je repose autrement ma question. Oui. Est-ce que vous le voyez bien jouer ce rôle-là de l'opposition? Parce que la démocratie en a besoin. Oui, est-ce que nous le voyons faire? Après 18 années passées au pouvoir, oui. Un opposant... De proposer, de critiquer. Avec, justement... Est-ce que Kabila, vous le voyez dans ça? Avec la rangueur, la vigueur de Félix Tshisekedi. Avec tous les bilans qu'il a. Oui. Je pense que, bon, s'il doit présenter un bilan, il y en aura, certainement. Mais qui ne sera pas aussi fameux que ça nous devons le reconnaître. Mais Joseph Kabila, dans l'opposition, être chef de file de l'opposition, on demandera à ce qu'il y ait un peu plus de sursaut. Est-ce qu'il va accepter de manifester? Parce qu'il doit descendre dans les rues comme le faisaient Katumbi, Bemba et Félix. Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de dire je ne suis pas d'accord sur telle position? Nous le saurons. Je demande aux gens de manifester. Lui-même va descendre. Nous le saurons en 2023 parce que je suis en train de voir aussi. Non, l'opposition ne se fait pas à la fin de l'année. Non, je le dis pourquoi. Parce que vous devez remarquer qu'avec tout ce qu'il y a comme procès autour des proches de Joseph Kabila, moi je sais que ce sont les frétins qu'on est en train de chercher. En réalité, c'est la tête de Joseph Kabila. Allez, on va juste une fois en danger, je crois que il se manifestera pour clamer ses droits. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on saura vraiment s'il pourra faire office de ce chef de file de l'opposition. Cette affaire d'Augustin Matata Pogno et l'inspection générale des finances, finalement, ça prend l'ampleur d'une affaire d'État. Hein? Tout à fait. C'est déjà une affaire d'État. Quand vous voyez Alinguetti, j'ai l'impression que il suffit de le regarder, vous sentez qu'il est enragé. Est-ce qu'il a de la haine envers Matata Pogno?
est-ce que Matata lui avait refusé une place lorsqu'ils étaient étudiants et c'est pour ça qu'il a mené ça jusqu'au niveau de l'État? Vous vous interrogez, vous vous interrogez. Oui, je m'interroge, parce que il me semble qu'ils ont été camarades de classe. Alors, l'attitude d'Alingué gêne un peu, parce que quand vous faites un rapport, moi j'ai appris que le rapport que Alingué avait établi sur le projet Bukangalonzo, lorsque Matata leur a demandé, tantôt ça a été refusé, ou alors on a déposé que le résumé du rapport, et que même ce résumé du rapport-là n'était pas le rapport qui avait été transmis à qui de droit aux autorités compétentes, au chef de l'État et au ministre des Finances. Donc, il y a tout un flou, mais maintenant que nous avons déjà dépassé cette étape-là, et curieusement, je ne comprends pas pourquoi, l'inspecteur, comment on l'appelle, j'ai oublié l'expression, l'inspecteur en chef, je crois, de l'IGF, oui. l'inspecteur chef des services de l'IGF, Alingué, continue même à répondre aux propos de Matata Ponyo, politicien qu'il est. Est-ce que le chef de l'IGF veut devenir aussi politicien? Il faut nous le dire carrément, comme ça on va le placer sous la même sellette, parce que cela est en train de dénigrer un peu la fonction. Il joue à la défensive. Hein. Il joue à la défensive. Mais c'est son image, si les politiciens veulent terminer... Il a déjà fait un rapport qu'il a déjà déposé en bonne et due forme. Maintenant, et c'est ça qu'il faut déplorer, parce que nous avons une justice, et que moi j'ose croire qui continue à être politiquement instrumentalisée, parce que dès l'instant où vous entendez que Matata Ponyo aurait détourné des fonds, ça c'est la clameur publique. Le parquet s'est saisi et le parquet continue. Et ailleurs, vous aurez vu déjà le procureur Mokolo, par exemple, si jamais Matata Ponyo devait être jugé devant la Cour constitutionnelle, passer dans les médias, nous informer. Vous avez vu ça lorsqu'il y a eu des terroristes ici en France, aux États-Unis, partout. Vous sentez comment la justice récupère l'affaire. Comme ça, Alingué peut continuer à enquêter sur d'autres dossiers. Maintenant qu'il y a une fixation seule sur l'affaire Matata, est-ce que ça ne devient pas une distraction? On ne sait plus. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai même entendu qu'il fallait convoquer les congrès pour pouvoir lever les immunités de Matata Ponyo. Alors que la question des immunités de Matata Ponyo ne se pose à cet instant seulement parce qu'il est sénateur. S'il n'était pas sénateur, on ne l'aurait même pas poursuivi. Et je déplore encore, entre parenthèses, ce que j'ai vu avec Kapiamba et les autres, je le dis parce que je vois que la justice ne fait pas son travail. Oui. Hier ou avant-hier, c'est Kapiamba aussi qui vient nous informer que tantôt Bakonga, on l'avait trouvé avec 3 millions de dollars. 2 millions. 2 millions. Et puis on reprend encore qu'on a arrêté Guillaume Manjolo. Pendant qu'on disait qu'on a arrêté Guillaume Manjolo passait devant moi. Je ne sais pas s'il était devenu fantôme, mais il est passé devant moi. Parce que c'est sa vie privée, je ne peux pas divulguer où je l'ai vu. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, vu. Donc, je ne sais pas si la justice peut quand même récupérer et nous informer, nous donner les bonnes informations, plutôt que de laisser Alingué, Kapiamba, ceci, cela, nous donner des informations parce que ça porte à confusion. Et le comble, je termine par là. Non, en 5 secondes, ouais. Le comble, c'est que nous sommes en train de lier déjà les juges. Quand vous avez autant alimenté l'opinion, vous l'avez tellement orienté déjà, pendant que l'autre a son droit de la défense et qui ne sait pas le faire devant vous. C'est comme si vous voulez déjà que les juges le condamnent avant. Je vais revenir à vous, mais si vous voulez, je vous pose déjà des questions. Je vais les retenir. Ok. Aujourd'hui, cette affaire des immunités, comment il s'appelle, Matata Ponyo, on dit qu'il doit être jugé pour des faits qui ont été posés. À l'époque, il était Premier ministre. Est-ce qu'il faut aller au Congrès? Est-ce qu'il faut aller à la cassation? On a besoin d'un éclairage, comme on dit chez nous, un grand zoom sur cette question. Vous l'aurez, Serge. Merci beaucoup. Guichungu, un petit commentaire dans cette affaire? Oui, je veux Est-ce que l'IGF n'a pas besoin de se faire accompagner, comme quelqu'un disait sur ce plateau, de la clameur publique pour que l'opinion s'approprie cette question de la lutte contre les détournements et comment on dit, la corruption? On doit le dire, nul n'est au-dessus de la loi. Matata Ponyo a géré et il doit rendre compte. C'est vrai, mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie que l'IGF est un OPJ à compétences restreintes et qu'il n'a pas le droit de commenter des rapports, des enquêtes. Tout ce qui lui revient, c'est de faire son travail et de mettre à la disposition de la justice
puisqu'il est dans une sorte de collaboration avec les instances judiciaires. Mais quand vous jetez en pâture l'honneur d'une institution comme l'IGF, vous dites que c'est une institution folklorique. Ce qui s'observe actuellement, c'est comme... Je n'utiliserai pas ce mot, il a parlé plutôt d'une sorte de règlement de compte. C'est comme si on observait un combat entre ces deux acteurs, Matata Ponyo et l'IGF. C'est comme si au départ, il y a une affaire personnelle, une sorte de bras de fer. Je pense que l'IGF a eu à reposer son enquête sur le rapport qui a été, les rapports d'audit qui a été il semble qu'il n'y a pas par le ministère des Finances. Il y a eu un rapport d'audit initié par le ministère des Finances sur la gestion de Bokanga Lonzo. Il y a eu des griefs qui ont été reprochés par rapport à cette gestion. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui dédouaner à 100% Matata Ponyo puisqu'il a été Premier ministre, il avait la main mise, mais il ne faudrait pas non plus commencer, comme il l'a dit, à faire croire au monde qu'en dehors de la prison pour Matata Ponyo, il n'y a aucune autre sanction. Non. Laissons sans pour autant anticiper la justice faire son travail. Il a manifesté la volonté de revenir au pays. Contrairement à Bakonga qui voulait fuir. Voilà. Donc de la Guinée, il pouvait même changer de nationalité comme notre compatriote les Gabonais. Dans la démarche de Bakonga, puisque Matata Ponyo pouvait se faire protéger par la Guinée, il pouvait continuer, aller plus loin, aller en exil. Dans la démarche de Bakonga, il faut saluer quand même son retour. Il y avait des indices de culpabilité. Le voyage nocturne, passer, s'y retrouver dans un autre pays sans pour autant respecter la procédure. Il y avait des indices de culpabilité. Mais avec Matata Ponyo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui on ne parle pas souvent. Je connais peut-être ses collaborateurs, mais je peux me dire et réfléchir en disant qu'il y a quand même une volonté de prouver son innocence. Alors, si c'est le cas, si l'homme se reproche de rien, si l'homme a accepté de se présenter devant la justice, mais laissons faire la justice. Donc c'est aussi dans son intérêt que ce procès est finalement lié, soit pour les condamnés, soit pour les blanchir. Et est-ce qu'un tweet de Matata Ponyo doit nécessairement titiller cette ardeur de l'IGF à réagir? Matata tweet comme un politique. Il parle du dossier Bokanga Lonzo. Il y a une structure qui a enquêté, qui a présenté un rapport sur ce projet. Il est libre de parler de son, comment je veux le dire, le mot va venir finalement, de cette injustice selon lui. Dont là, il parle en politique. Oui, justement. Mais quand Matata réagit, est-ce qu'il faut à tout prix que notre tendre cher chef de service à l'Inguété réagisse? C'est la question. Ça, c'est la question. Alors, les dossiers maintenant, à quel niveau? Au-delà de deux questions que je vous avais posées avant que Guichon puisse prendre la parole. Les dossiers est à quel niveau? Il semble que les parquets, près la Cour constitutionnelle, auraient saisi les deux chambres du Parlement, comme pour dire que quand on saisit les deux chambres, c'est que on ne saisit pas les deux chambres pour un Sénat, mais on saisit, et pour un sénateur, on saisit les deux chambres pour un Premier ministre ou soit pour le Président de la République. Serge, d'ailleurs, vous avez utilisé l'expression « aurait saisi ». Ça, c'est comme ça que même Alinguete devrait parler. Parce que ce n'est qu'une enquête qu'il a menée. Et que, en définitive, les juges devaient confirmer cela. Alors, et vous remarquez, moi je salue d'ailleurs, si c'est le procureur Mokolo qui l'a fait, je vais le saluer, le féliciter sur ce point-là. Si effectivement, le président Bosso et Baatis sont déjà saisis, je vais aussi féliciter tous ces deux hommes parce que, contrairement à ce qu'on voyait avant, ces papiers-là allaient déjà circuler, seraient déjà dans les réseaux sociaux en ce moment. Mais nous constatons qu'il y a rien. Mais pourquoi? Parce que, aussi longtemps que l'affaire est encore devant les parquets, la procédure est encore secrète. On ne peut pas mettre ça à la disposition du public. Les parquets instruits à charge et à décharge. Mais dans le cas Guillaume Pépé Manjolo, comment est-ce que Kapiamba a su que... Mais c'est justement ça, c'est que nous dénonçons dans le cas Manjolo. Et voilà maintenant, moi je ne sais pas si on doit encore donner du crédit à ce que nous dira un jour Kapiamba, parce que 2 fois de suite, hier encore, qu'est-ce qu'il dit? Non, Manjolo a accepté
de reverser les 100 000 $ qu'il aurait détournés. C'est comme ça qu'il a été libéré. Non, mais dans ces cas-là, l'infraction est déjà consommée. Et ce n'est pas, ça c'est un repentir actif, comme on l'appelle. Ce n'est pas le fait de rembourser l'argent qui vous dédouane. Vous avez déjà détourné, donc il fallait aller jusqu'au bout. Au pénal, il y a... Au pénal, ce n'est pas le fait de rembourser. De toutes les façons, même si l'affaire était arrivée jusqu'au bout, et que Manjolo accepterait de rembourser l'argent qu'il aurait détourné, vous pensez que les juges allaient les dédouaner d'une sanction par exemple, comment ça, les travaux forcés, qui est la peine de l'infraction de détournement? Non, on allait toujours l'infliger cela. Vous savez qu'avec l'affaire Vital Kamerhe ici, même les biens de sa femme, Maman Amida, sont aujourd'hui confisqués. Il est condamné, les biens sont confisqués, mais ce n'est pas parce qu'on a retrouvé l'argent de l'État, l'acte continue à être sanctionné. Donc, la procédure jusqu'en ce moment ici est encore secrète, vous et moi. D'ailleurs, même par probité morale, nous ne sommes même pas censés continuer de commenter aussi longtemps sur ces dossiers-là, pour laisser les juges, ne pas faire trop de pression aux juges, laisser que les juges puissent trancher cette question. Non, on dit que les juges, il ne faut pas faire pression sur les juges. Oui. On dit que les juges n'est pas liés ni par la clameur publique. Les juges vont dire les droits, alors les bons droits dans les respects des textes. Et les juges devant sa conscience. Le juge n'est pas lié par les déclarations d'Alinguetti, les juges par le tweet de M. C'est pour ça que Alinguetti, dès lors qu'il avait déjà déposé son rapport, aurait dû s'arrêter là et dire: je fais mes enquêtes, j'ai mené mes enquêtes sur l'affaire Boukanga Lonzo, je n'incrimine personne, je laisse que les juges puissent continuer. Et là, ça nous aurait permis. Alors, et on allait, je pense, à mon avis, cette question des immunités, la question des immunités, la cassation ou la Cour constitutionnelle, pour terminer. La question des immunités. Matata Ponyo était Premier ministre. Nous sommes dans les questions qui concernent l'application des lois pénales de forme dans le temps. Si Matata Ponyo, les articles 164 et suivants de la Constitution sont clairs là-dessus, pour être poursuivi devant la Cour constitutionnelle, pénalement, il faut être soit chef de l'État, président de la République, soit Premier ministre. En fonction. En fonction. Si on n'est pas poursuivi pendant qu'on est en fonction, tous les autres actes que vous avez posés dans l'exercice de vos fonctions ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions, on ne vous poursuivra qu'après. Mais pourquoi? Lorsqu'on va vous poursuivre après, parce qu'en ce moment-là, pour vous poursuivre, il lui fallut lever d'abord les immunités. À ce jour, la question des immunités pour le dossier Matata Ponyo ne se pose que pour la simple raison qu'il est sénateur. Donc, non pas parce qu'il fut ancien Premier ministre. Non pas parce qu'il fut ancien Premier ministre. Parce que si on avait constaté qu'il y avait des infractions à sa charge, le parquet allait directement le poursuivre et mettre la main devant lui. Alors, raisonnons dans la logique comme les choses se disent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous sommes journalistes, il ne faut pas suivre de rumeurs, mais j'ai vu un grand professeur Kambo. Il faut traiter l'information. Les rumeurs peuvent aussi constituer comme source d'information. Tout à fait. Admettons que c'est le parquet près la Cour constitutionnelle. Est-ce que aussitôt le parquet ouvre l'action préjuridictionnelle, oui, on peut l'orienter dans un autre tribunal autre que devant la Cour constitutionnelle? Tout à fait. Le parquet est régi par les principes de l'unicité. Un magistrat peut constater une infraction, mener des enquêtes, instruire et au moment opportun transférer devant le parquet rattaché à cette juridiction-là. Donc ici, il n'y a pas violation de la procédure, parce que au nom de cette unicité du parquet, l'affaire peut être transférée devant la juridiction compétente. L'essentiel, c'est de ne pas induire déjà l'opinion, orienter l'opinion, et là les juges ne vont plus rendre le bon droit. Et ça ne va pas ça ne va pas rendre un bon service. Donc, si au principe, on acquitte Matata, on va dire voilà, ces juges-là ont été corrompus. Alors, on doit d'office les condamner pour qu'on puisse confirmer ce qu'Alinguetti était en train de dire. Ça, ce n'est pas rendre un bon service au chef de l'État. C'est très compliqué, Iguichoum, franchement. Allez, ça c'était une mise au point et j'avais besoin vraiment de sézoom sur cette question. Je retiens qu'il y a l'unicité dans l'affaire du parquet, un peu comme on a vu dans
l'affaire Vital Kamere. Exactement. On a commencé à instruire à Matete, mais qui a été transféré à Gombe. Un peu encore, j'apprends beaucoup ce matin, un peu encore dans l'affaire Guillaume Pépé Manjolo. Il est poursuivi aujourd'hui pour des faits qui ont été posés. À l'époque, il était ministre d'État. On ne peut détourner les frais de fonctionnement que lorsqu'on est ministre. Si on ne l'est plus, on ne pourra même pas détourner. D'ailleurs, pour l'infraction de détournement. Et c'est ça qui a posé problème aussi avec l'affaire Kamere. C'est qu'on s'est posé la question de savoir... Oui, je termine par là. On s'est posé la question de savoir finalement s'il était fonctionnaire ou alors, pas. Bichungu, c'est la même chose avec Manjolo. Est-ce qu'on peut parler de l'enjeu? Madame, monsieur, vous regardez Kiosque. Je passe la parole à Bichungu parce qu'on va aborder les derniers thèmes de l'émission. L'enjeu de cette visite du président de la République dans les grands Katanga. L'opportunité, quels sont les grands enjeux à votre avis? J'aimerais d'abord commencer par dire qu'il faudrait enlever un peu de la tête cette façon de croire que Félix Antoine Tshisekedi est président partout sauf au Katanga. Parce que les gens, certaines personnes pensent que les Katanga est une appartenance privée d'une classe politique. De certaines dignitaires. Il fallait d'abord commencer par... il faut s'affirmer, Non, il fallait commencer par enlever cette hypothèse, cette façon de voir les choses dans la... Il faut laver le cerveau, comme disait le président de la République démocratique du Congo. Et puis il faudrait aussi chercher à montrer, à affirmer son pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'hostilité de province, vous comprendrez que la première qui sera sur la liste, c'est le Katanga. On dira... Ils ont des velléités. Ils n'ont jamais été d'accord avec l'actuel président. Ils sont toujours dans leur coin. Ils réclament l'ancien président Joseph... C'est la province qui revendique plus que les autres. Oui. Et c'est la province qui produit plus que les autres. Alors, la descente de Félix Tshisekedi est une descente stratégique, à mon avis. Pourquoi? J'explique. Il y a deux dimensions, ça a été dit par vous, la dimension sécuritaire. Vous savez, lorsque un président foule ses pieds sur un territoire qui est menacé, il y a un impact d'espoir. Joseph Mobutu l'a fait à son temps, quand ça tirait dans tous les sens. Il a sorti sa célèbre phrase, s'il faut signer le pacte avec le diable, on le fera pour que la paix soit un acquis sur l'ensemble du territoire national. Donc le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi est un déplacement stratégique, je l'ai dit, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la collaboration, en même temps sur le plan de l'instauration de la paix et de la sécurité, mais plutôt sur le plan de la stratégie des relances de la province. Aujourd'hui, le Katanga est une province, je vais dire, le Grand Katanga. Oui. C'est où l'on trouve beaucoup plus les trafics, les exportations, le commerce minier. Alors, depuis tous ces temps, les négociations se font avec beaucoup plus de légèreté et de faiblesse. Vous suivrez avec moi les différentes déclarations sur la toile contre Gettler, qui d'ailleurs s'agite un tout petit peu en organisant. Il aurait organisé, pour ne pas faire comme Gilles Alingueté, confirmé directement, je reste dans le conditionnel, il aurait organisé une table ronde. Il suggère, voilà, aux ONG, comme le Congo n'est pas à vendre. L'on parle d'un Congo avant, un Congo qui profiterait. C'est ça qui est culpabilisé. Mais qu'est-ce qui s'est fait avant? Pourquoi il n'y en a jamais eu cette table ronde? Aujourd'hui, tous ces mining au Katanga œuvrent-ils pour le bien du Congo? C'est la question qui se pose. Toutes les négociations d'avant, avec les différents ministres de mines qui ont défilé, est-ce que ça a été fait dans la logique de vouloir redonner au Congo? On vous dit par exemple, pour ne pas vous couper, vous avez des entreprises qui se voient ici. Vous avez Glencore, vous avez Tenke Fungurume, vous avez Kamoa, une grande mine en Afrique aujourd'hui. C'est fait qu'il y a des Canadiens, même des Sud-Africains avec Galema Montlanté. Vous avez des grandes firmes comme ça. Vous avez aussi la Sicomine avec les Chinois. Oui. Et comment il s'appelle, Moïse Kanga. Mais quand vous voyez leurs capitaux par rapport à leur investissement,
il y a les jours et la nuit. Oui, et c'est ça le problème. Et depuis toutes ces années, ça passait comme sur des roulettes sans que ça nous constitue ou que ça ne fasse objet d'un débat. Comment est-ce qu'un président de la République peut fermer les yeux devant une telle situation qui sacrifie son pays? On est président d'abord pour le profit, le bien fondé de la nation. Alors, moi je me dis, cette occasion, ce voyage doit d'abord servir également au président, plutôt constituer une opportunité pour le président, Félix-Antoine Tshisekedi, de saisir une très bonne occasion de négocier en force la situation. Mais il doit s'entourer aussi des bonnes personnes. Il doit s'entourer des bonnes personnes parce que pour la plupart, c'est tel conseiller qui a des relations avec tel minier et c'est tel conseiller qui... C'est ça malheureusement qui tue. Oui, mais aussi... Regardez aujourd'hui comment la GECAMINE, avec cette question de John Ventir, est déchiquetée. La GECAMINE a presque tout vendu. Et quand vous suivez cette sorte de mea culpa de son patron, le PCA Albert Yuma, c'est comme si un diable qui voulait se faire un saint. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit de la GECAMINE? Justement, vous le soulevez comme une question. Je vais rentrer plutôt dans la logique sans pour autant m'attaquer à Yuma, c'est un autre débat. Mais moi, je me dis que cette opportunité, le président doit s'asseoir avec tous ces mining, avec la FEC, pour essayer d'imposer en tant que président de la République sa vision. Il l'a fait, il a dit à travers l'Union sacrée que c'est ma vision, vous voulez adhérer à cette vision, je vous prie de cheminer avec moi, de faire route avec moi. Très bien. Ça doit aller jusque dans le moindre détail. Vous avez pris beaucoup de temps, Guy Chungu. Accordons aussi la parole à votre débatteur, Christian Elango, Fati dans les Katanga, les Bakata Katanga, certains d'entre eux sont déjà ici en Ndolo, ils ont été pris. Nos compatriotes, là, cette velléité de pouvoir... vous avez suivi l'ancien patron de la police qui était devenu le général, comment il s'appelle, John Numbi. Il dit, je ne suis pas un agneau, je ne le resterai pas définitivement. Il part en cavale comme un simple vulgaire. Vous avez vu le pasteur Daniel Ngoïmoulunda qui fait des prêches à la limite d'une déclaration politique. Incendiaire. Ça valait quand même la peine que les chefs viennent. Tout à fait, ça valait la peine que le chef de l'État puisse descendre sur terrain et surtout le message. En tout cas, il a eu les mots. Il a demandé aux jeunes de se désolidariser des Bakata. De se désolidariser des Bakata Katanga, mais bien plus, c'est de dire aux Katangais de ne pas croire qu'ils sont un peuple ou un territoire qui est en dehors. Un territoire d'outre-mer du Congo. Non, à part entière. C'est un territoire à part entière de la République démocratique du Congo et ils doivent être fiers de cela. Cependant, il faut que nous puissions être aussi prudents sur les actes que nous posons et qui risquent de donner l'impression à tous ces Katangais qui sont un peu discriminés. Quand vous voyez la procédure avec laquelle Zoé Kabila a été déchu, vous avez l'impression que c'était... par les mêmes Katangais eux-mêmes. Justement. Mais c'est moi, j'ai quitté chez moi à l'Équateur pour aller destituer Zoé. C'est par les mêmes Katangais eux-mêmes. Mais pourquoi ne fallait-il pas attendre qu'ils puissent revenir sur terrain pour qu'ils puissent se défendre? Il faut poser la question aux députés. C'est ce que je dis. Que c'est dans toutes les provinces. Serge Kabongouya, peut-être certaines choses que nous ne saurons pas dire dans les médias. Mais nous savons le rôle que les ministres de l'Intérieur peuvent jouer pour juguler tous ces conflits-là. Voilà. Est-ce que le ministre de l'Intérieur l'a fait? Parce que ça, même si c'est entre Katanga... Ou bien ils se frottent les mains. Ou bien ils se frottent les mains. Est-ce qu'on ne risque pas de nous pointer du doigt et de dire que c'est nous, autres peuples du Congo, qui sommes en train d'instrumentaliser ça? Ça, ce sont des questions que nous sommes en train de poser. Mais attendez, vous savez que ces débats-là, ce n'est peut-être pas approprié. Même à l'ex-province de l'Équateur, les gens disaient que c'était des Katangais qui manipulaient les gouverneurs. À l'époque, le président était un Katangais. Oui. Donc, finalement, ce sont eux qui dictaient tel doit être le gouverneur. Ce qui se passe au Congo central. En ont souffert. Ce qui se passe au Congo central. Ouais. Il y a je pense il y a à peu près un mois que le Sénat a examiné un rapport sur la situation sécuritaire au niveau des provinces. Ce rapport est arrivé et le constat était clair. Que à Toumatoubouana, la Cour constitutionnelle a déjà décidé qu'il ne pouvait plus continuer à exercer ses fonctions. Mais qu'est-ce qui fait que le ministre de l'Intérieur, dans certaines provinces, prenait des décisions pour prendre acte des déchéances des gouverneurs,
Mais au Congo central, cela ne s'est passé pas ainsi. Revenons à la visite du chef de l'État. Par rapport à la visite du chef d'État, ça c'est ce que je voulais d'abord mettre comme insiste, que nous ne devons pas donner l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ces dissensions entre Katangais. Du point de vue économique, je ne savais pas qu'être commissionnaire, ça pouvait donner autant d'argent. C'est-à-dire, Dame Gettler est commissionnaire. Donc, ma commissionnaire, nous sommes à Zalaka, ma parler de choses de collègues. Gettler est en train de vous bouffer tout l'argent là-bas à l'Est. Pardon, au Katanga. Mais c'est quand même, il faut qu'il y ait les consciences doivent se réveiller. Le chef d'État a bien fait d'arriver sur le terrain pour pouvoir renégocier un peu ces accords-là. Moi, j'utilise bien l'expression renégocier. Kabila nous a légué un très bon code minier, profitable au Congo. Exactement. J'espère qu'il faut juste appuyer sur... Faire des ajustements. Que le chef de l'État n'y aille pas là-bas en super puissant empereur et qu'il prenne des décisions pour automatiquement... Parce que quand vous citez les sociétés, Glencore, moi je sais que cette société-là est suisse. Elle n'est pas que chinoise. Non, les Suisses l'ont vendu aux Chinois. Les Suisses l'ont vendu aux Chinois. Les Suisses l'ont vendu aux Vous Chinois. avez Tenke. Non, tout ça là, ce sont des jugements de la Gécamine. Voilà. Qui ont été vendus. Donc, finalement, il faut une renégociation. Il faut que nous puissions nous concentrer sur comment trouver des solutions. Mais on finish. Que le passage du chef de l'État ne soit pas un passage éclair où il n'y aura pas un suivi. Parce que même le peu que nous gagnons déjà... Comment nous gérons ça? Comment nous gérons ça? C'est une question fondamentale. Même le peu qui entre... On nous fait payer ici des vignettes et tout ça. Les routes ne se font pas. Mais est-ce que les peu que nous gagnons déjà, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça et mettre dans les secteurs de l'agriculture pour voir à Kitamo aussi Bangala, Ngobila jeter des bricailloux là. Mais ça a créé encore les pneus deviennent et tout ça. Finalement, les peu que nous gagnons, nous ne savons pas ce que nous en faisons. Donc il faut qu'il y ait un suivi qui puisse être fait dans ce domaine-là. Et je pense que là, le voyage du chef de l'État ne sera pas un tout pour rien. Comme on appelle ça en Ingala, tout imbécile. Merci beaucoup. Mouyej, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça, c'est encore d'autres questions. Mouyej, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas si... Est-ce qu'il était sous motion? Il était sous une pétition? Moi, je le vois circuler ici à Kinshasa vers Station Ma Campagne. Parfois, il était un peu souffrant, semble-t-il. Oui, il est souffrant. Et puis, donc, on ne sait pas. Il est rentré, mais il ne retourne pas dans sa province. Il revient encore, Moukouma dit encore, je ne sais pas si c'est un vrai gouverneur ou ce n'est qu'un habit qu'on a mis là-bas, en lambeau comme ça, pour pouvoir... Est-ce qu'il est vivant? Parce qu'il est prévu peut-être un conseil provincial de sécurité, que ce soit Lumbashi, soit alors là-bas. Est-ce que le chef pourra peut-être se pencher sur la question des Mouyej? Finalement, qu'on le laisse rentrer, s'il y a des choses qui lui sont reprochées, qu'il soit déchu, ou qu'on laisse un papa de tout ici, comme ça, en train de traînailler. Mais là, c'est la dame là, comment, Fifi Masuka, qui gère la province. Serge, ces pratiques-là, vous me le permettez. C'est pour ça que j'ai insisté sur le ministre de l'Intérieur. Mais ce sont les pratiques de Chadan. Qui fait venir, moi je vous raconte une histoire, gouverneur du Sankourou qu'il était, le gouverneur Ouloum, qui vient voir Chadan. Chadan, il lui dit le matin, attends, moi j'arrive. Chadan est parti. Il n'est plus revenu. Le gouverneur a dormi devant son bureau. Un gouverneur, un élu. Ce sont les pratiques que Chadan est en train de faire. Donc je pense que le ministre de l'Intérieur actuel, c'est à lui de montrer maintenant les leadership pour régler cette histoire. Le président avait demandé au VPN de l'Intérieur de saisir la CENI pour organiser les élections là où il y a des postes vacants. Mais je ne pense pas que les lois là-bas est parmi ces provinces. Non, mais le cas du loi là-bas n'est pas totalement prononcé. Ça paraît un petit peu encore ambigu. Quelle cartographie présentée? Non, il n'a pas été déchu, il était souffrant. Il était malade, il est allé se faire soigner, il est revenu, mais on l'a retenu à Kinshasa sans pour autant qu'il soit déchu. On n'en parle pas dans ce sens-là. C'est vrai que... C'est son vice-gouverneur qui accuse des choses. Il y a des raisons qui ne se disent pas jusque-là, mais tout ce que l'on sait est que l'homme ne s'est pas rentré dans sa province. Pourquoi? C'est la question qui se pose. Attendez, il y a un autre gouverneur, celui du Nord-Ubangi. Il est vomi par les députés, il est réhabilité par la Cour constitutionnelle. Ça fait 3 mois qu'il ne s'est pas rentré à Guadeloupe. Et puis, il faut encore expliquer le cas du gouverneur. Mais ces désordres là, c'est entretenu par qui? Justement, si on est de l'autre non, celui du Nord-Ubangi a peur de rentrer parce qu'il sera cassé là-bas. Une personne qui est chargée à gérer tous ces désordres, c'est le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Il peut s'imposer
pour calmer les jeux. Et puis nous allons parler organisation des élections. Est-ce que vous avez fait mention de l'état de droit? Plutôt l'état des sièges. Déjà, c'est budgétivore pour la République démocratique du Terminé par là, oui. Alors, ça n'a pas été prévu, hein. On va payer les militaires. Attendez, ça va se passer comment? Les militaires et gouverneurs, là, vont garder leur salaire de généraux ou bien ils vont toucher comme les gouverneurs? Chungo, Serge, je crois qu'ils sont militaires, qu'ils restent militaires. C'est un cas d'exception. Merci. Attendez. Ils ne se feront pas de cette façon-là. C'est quand même un gouverneur, bien que gouverneur militaire, on a renforcé le pouvoir à l'armée, mais seulement, il faut se dire qu'ils sont à la tête de la gestion d'une province. Ils doivent à tout prix être dans les conditions de mieux gérer la province. Les frais de fonctionnement. Je suis en train de craindre. Attendez qu'il termine. Mais les autres, c'est pourquoi je dis que c'est budgétif. Même l'idée de vouloir organiser des élections pour ces différents gouverneurs déchus, ça risque d'être trop budgétivore. Nous avons la gratuité qui est en train de vouloir répondre. Il faudra rentrer dans la logique de vouloir prendre en charge ces écoles. Déjà, je vous donne une information, le ministre de l'électricité a pu augmenter le frais de fonctionnement de 20,25%. C'est l'État qui va... C'est vrai qu'il n'a pas encore recouru vers les caisses de l'État. Il l'a fait avec la cuisine interne. On ne sait pas d'où est venu exactement cet argent, mais il a parlé d'une cuisine interne. Mais il y a des besoins, il y a des nécessités qui réclament de l'argent. Lorsque vous allez vous prendre encore à créer une autre brèche qui n'a pas été alignée dans les répartitions budgétaires, merci beaucoup. On a débordé. Très compliqué pour l'État. Très compliqué aussi pour que je vous retire la parole. Quand vous prenez la parole, vous prenez l'élan. Hein. Vous allez plus haut, comme chantait, comment il s'appelle, l'homme d'Eliane ici, l'église, c'est quoi? Bon, on en parlera prochainement. Bien, Momo. On en parlera à l'IEC. Merci à Guy Chungu, un cadet à votre ami qui vous suit. Il m'a fait un SMS, Benjamin Moussimbia, depuis ma campagne. Merci à vous, cher Christina Imango, et à vous, chers téléspectateurs. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je vous rappelle qu'il y a des provinces qui sont en difficulté, je ne sais pas, chez moi au nord Ubangi. Le gouverneur est dessus. Après 5 mois, il est réhabilité par la Cour constitutionnelle. Mais il ne sait pas rentrer. Serge, il faut aller postuler là-bas. Peut-être qu'on vous voterez, vous. Il ne sait pas rentrer, il devient, selon les jeunes, je vais vérifier, je ne confirme pas, les garçons de course d'un ministre ici. Monsieur le gouverneur, il faut rentrer à Guadeloupe. Faut appeler Dani. Vous voyez maintenant le problème. Vous n'êtes pas en osmose avec la base. Donc, vous pouvez beau être réhabilité par la Cour, mais la vraie Cour constitutionnelle, c'est la Cour du peuple. C'est là où le peuple vous attend. Madame, Monsieur, on se retrouve demain. Ça sera le dernier numéro de notre semaine. Kiosque. Au revoir et à demain.